C'est vrai que cette photo de famille à Yerevan illustre un besoin, ce que disait Gauthier, celui d'accroître la défense européenne loin des Américains, parce que Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington. Bon, disons-le, les États-Unis et les Européens sont toujours alliés, même s'il y a beaucoup de doutes qui subsistent aujourd'hui. Oui, alors ça ne m'étonne pas, mais sans nous consulter, je vais utiliser les mêmes mots que Gauthier. Sidération, c'est vraiment le mot qui convient, mais malgré l'état de sidération des chancelleries européennes qui tend néanmoins à s'estomper, il faut le souligner, peu à peu, à mesure que les Européens apprivoisent enfin Donald Trump, malgré le fait que les pays membres de l'Union européenne peuvent être tentés de déjà regretter l'époque où ils croyaient ne pas avoir à se soucier de la relation avec les États-Unis, parce qu'elle était finalement une évidence. La réponse à votre question, est-ce que les États-Unis et l'Europe sont toujours alliés, est fondamentalement oui. Alors, cela pourrait apparaître comme un parti pris, ou pire encore en journalisme, un vœu pieux, mais en fait, la réponse à cette question vient naturellement avec un constat. Si les États-Unis et l'Europe étaient alliés ces 80 dernières années, alors ils le sont toujours. Et pour une raison simple, concrètement, et je dis bien concrètement, la seule chose qui a changé dans la relation, c'est une politique de taxe yo-yo en forme de représailles qui, avec un peu de travail, trouverait certainement d'ailleurs un ou deux économistes capables de les justifier. Non, ce qui a changé, c'est la forme. D'abord, les États-Unis se placent toujours en tête de leurs priorités stratégiques, ça n'a pas changé, stratégiques et économiques. Et les États-Unis considèrent toujours comme une évidence que l'Europe les suive comme un seul homme dans leurs épopées guerrières. Et si vous écoutez attentivement les experts, les stratèges, les diplomates, actifs ou anciens, qui s'expriment un peu partout en Europe, de votre côté de l'Atlantique donc, vous détecterez sans doute que, pour une part significative d'entre eux, ce qu'ils dénoncent, c'est bien la forme. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être nostalgique de la tonalité diplomatique qui présidait autrefois au débat entre nos pays, il y a encore quelques années, tout simplement. Seulement voilà, le président, aujourd'hui, c'est Donald Trump. Son lexique diplomatique tient en une demi-page à 4 et sa propension à faire des phrases cohérentes pour convaincre les diplomates surdiplômés des chancelleries européennes est, on le sait, assez limitée. Pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une initiative militaire américaine entraîne l'économie mondiale dans l'ornière, vous me l'accorderez, Européens en tête d'ailleurs. Ce n'est pas non plus la première fois que les Européens doivent assumer les expériences stratégiques américaines au Moyen-Orient, et on pourra brandir encore pendant des décennies le fanion de la résistance française à la politique guerrière des États-Unis en reparlant encore une fois de 2003, de Dominique de Villepin et d'un discours à l'ONU. Il n'empêche que les Européens ont toujours des soldats en Irak, français en tête, qu'ils ont participé à la guerre en Afghanistan, britanniques et français en tête, et que l'imbrication des forces armées françaises dans les initiatives militaires américaines a tout simplement été la norme ces 82 dernières années. En clair, Bill Clinton, les Bush, Barack Obama et Joe Biden, dans le désordre, menaient eux aussi à leur manière une politique étrangère qui plaçait les États-Unis en tête de leurs priorités. Et Donald Trump n'est évidemment pas le premier non plus, le premier président américain à s'engager dans un conflit dont ses alliés cachent les conséquences. Si on s'en tient à ce constat, on voit que les états-majors de l'OTAN fonctionnent à plein régime, la coopération est totale, y compris pour tout ce qui touche à l'innovation, et strictement personne de part et d'autre de l'Atlantique n'imagine que la relation économique pourrait s'arrêter, évidemment. Gauthier, en quelque sorte, ça veut dire qu'avec Trump, au moins, on sait où on va. Oui, c'est le mérite de la clarté. La question qui se pose aujourd'hui, et notamment pour les Européens, c'est que même, et Mathieu a tout à fait raison, même lorsqu'ils étaient suivistes, en quelque sorte, de la politique américaine, même s'ils étaient conscients du fait que les Américains plaçaient avant tout leurs intérêts sur le devant de la scène, ils avaient malgré tout la certitude, ou la quasi-certitude, que les Américains, que les États-Unis savaient que l'Europe servait aussi leur intérêt. Et qu'à travers cette protection qu'ils accordaient à l'Europe, c'était aussi les intérêts américains qui étaient protégés, qui étaient servis. Alors que là, vous avez un Trump qui dit, et ça le mérite de la clarté, qui dit au fond, les Européens, c'est une source de dépenses et c'est une source d'embrouille. Et là, ce qu'il faut
aux Européens, c'est se rendre compte de la chose, même si effectivement l'imbrication militaire, économique est toujours là. Simplement, la considération et le fait que les États-Unis ont besoin pour leurs intérêts, pour leurs propres intérêts de l'Europe, ça a changé. Et ça a changé surtout dans la perception du pays, même si effectivement on peut se demander d'un jour à l'autre, d'un revirement rhétorique à l'autre, s'il faut se fier à telle ou telle théorie ou à telle ou telle prise de position de Trump. Mais cette idée que l'Europe, elle aussi, fait partie des intérêts américains et qu'à ce titre, elle peut se reposer, comme ça a été le cas pendant 80 ans, sur le parapluie militaire américain, ça a du plomb dans l'aile. Oui, et elle reste en retrait dans cette guerre lancée par les Israéliens et les Américains. Mathieu, est-ce qu'on pourrait imaginer les Américains entraîner les Européens dans ce conflit de manière beaucoup plus directe ? Là aussi, je vais répondre assez directement oui, et j'irai même plus loin. C'est sans doute ce que les conseillers de Donald Trump lui murmurent à l'oreille. De la même manière que des soldats français, on l'a dit, ont dû se déployer en Irak aux côtés des Américains, ce qui est quand même pas le moindre des paradoxes, après avoir refusé l'engagement de 2003, et dans le seul but, c'est vrai, de réparer une situation provoquée par l'intervention américaine. Il y a bien un scénario dans lequel la fermeture du détroit d'Ormuz ne sera tout simplement plus tenable économiquement pour l'Europe. Je ne vais pas vous redire qu'entre 20 et 25% de l'énergie du monde passe par ce canal, et je ne vais pas vous redire que les Européens ont beaucoup plus besoin de ces flux que les Américains, qui sont capables d'indépendance et d'autonomie énergétique, comme vous le savez. Et donc, dans un scénario où Paris, Rome, Berlin, Londres, même Londres, à nos côtés, vous vous rendez compte, Madrid se trouverait tout simplement en panne d'essence au propre comme au figuré, et puisqu'il n'est pas question de contraindre les États-Unis, eh bien, il existe un scénario, oui, dans lequel les Européens, dans une certaine mesure, se rangeraient au projet américain pour soumettre l'Iran, rouvrir le détroit d'Ormuz, évidemment, et surtout protéger tous les axes logistiques et donc commerciaux qui seront bientôt menacés. Canal de Suez inclus.